L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la reine chez l'abeille domestique. Une colonie d'abeilles ne peut contenir qu'une seule reine et sans elle, la société disparaît. Des signes incontestables attestent de la présence de la reine dans la ruche ou, à contrario, de son absence. Les signes d'absence de la reine sont par exemple un bourdonnement, c'est-à-dire que la colonie émet un bruit désordonné proche de l'agressivité, la présence d'une ponte hétérogène du couvain produite par les ouvrières, une possibilité de ponte que nous mentionnerons ultérieurement, et enfin la présence d'un grand nombre de mâles. En revanche, la reine est bel et bien présente si la colonie est calme et surtout s'il y a du couvain sain et compact représentant tous les stades de développement de l'abeille, de la ponte de l'œuf à l'émergence de l'adulte en passant par les larves et les nymphes, preuve que la reine est là, active et qu'elle pond tous les jours. Chez l'abeille domestique, la reine mesure entre 18 et 25 mm pour 250 mg environ. Plus grosse et longue que la femelle ouvrière, la taille de son thorax lui empêche de passer à travers la grille à reine que nous évoquerons avec le matériel apicole ultérieurement. Ses pattes postérieures sont dépourvues de corbeilles à pollen. Elle est dépourvue de glandes ciliaires et ne possède pas non plus de glandes productrices de gelée royale. Pour se développer correctement lors du stade larvaire, la reine a besoin d'une nourriture riche, composée de gelée royale, produite par les ouvrières nourricières. Une abeille devient reine de la ruche grâce à un mécanisme moléculaire identifié en 2010. La configuration de l'ADN de l'abeille est modifiée à certains endroits en fonction du statut de l'insecte, modifiant l'expression des gènes. 550 d'entre eux sont méthylés différemment chez la reine. La gelée royale inhibe la méthylation. Ainsi, nourrie avec la gelée royale, l'abeille femelle devient reine. L'abeille femelle élevée au pollen et au miel devient ouvrière. La gelée royale, grâce à la protéine royalactine, favorise la croissance corporelle, le développement des ovaires et améliore l'espérance de vie. La larve reine a aussi besoin d'espace, d'où la fabrication d'une alvéole particulière dans laquelle est déposé un œuf de sa mère, à savoir la cellule royale, cellule spécifique en forme de doigt et qui pend sur un cadre. Toujours entourée d'une cour d'ouvrières aux soins attentifs, la reine adulte émerge 16 jours après la ponte et peut vivre entre 4 et 5 années. La reine a deux fonctions dans la ruche: pondre et réguler les activités de la colonie grâce à ses phéromones. Elle est incapable de se nourrir seule et dépend des nourrices qui lui fournissent la gelée royale, chaque 20 minutes environ, comme nourriture exclusive pendant toute la durée de son existence. La reine n'est fécondée qu'une seule fois dans sa vie au cours du vol nuptial, dit également le vol de fécondation hors de la ruche. Ce vol a lieu dans les premiers jours de sa vie, 8 à 10 jours après son émergence seulement. L'accouplement constitue en fait le seul moment de sa vie, sauf essaimage s'il a lieu, où la reine sort de sa ruche. Elle passera le reste de sa vie dans l'obscurité de la ruche. La reine est fécondée à l'extérieur de la ruche, dans une zone de rassemblement des mâles matures issus de différentes colonies, évitant ainsi la consanguinité. Ces mâles se regroupent dans des lieux appelés congrégations, situés jusqu'à 5 à 6 km de la ruche, volant de 10 à 40 mètres de hauteur. La reine vierge est fécondée par 10 à 20 mâles. D'après la littérature, les rapports sont très rapides, se succèdent en plein air, autour de 100 mètres d'altitude, très rarement au sol, et semblent impossibles au-delà de 20 km/h de vent. C'est un acte que nous ne voyons pratiquement jamais. Les accouplements se déroulent entre 12 et 17 heures, avec un pic apparemment situé entre 14 heures et 15 heures.
La reine vierge est en fait attirée dans ces zones de congrégation par des signaux visuels mais aussi olfactifs à partir de phéromones. Elle effectue plusieurs vols sur 2 à 3 jours, le plus souvent de 1 à 4 vols, mais jusqu'à 10 vols sur certains lieux aux conditions climatiques difficiles. La jeune reine s'absente entre 7 à 25 minutes de sa ruche, revient s'alimenter et retourne dans la zone de congrégation. D'après la littérature, il semble qu'au retour du vol de fécondation, un pourcentage des jeunes reines s'égare ou ne trouve plus la ruche d'origine. La reine peut aussi être victime à ce moment-là des oiseaux ou des frelons par exemple. Certains travaux mettent en évidence le fait qu'il existe une perte de 12 à 20% des reines. De retour à la ruche, la jeune reine porte les stigmates de l'organe reproducteur du dernier mâle que les ouvrières s'empressent de retirer. La reine doit être fécondée avant de pouvoir pondre, mais ne pond que si la propreté de la ruche est absolue. Elle commence progressivement sa ponte 2 à 3 jours après les accouplements. Elle pond au printemps et en été de 1500 à 2000 œufs par jour. Ceci représente plus que son poids puisque ses œufs constituent une masse de 0,26 g alors qu'elle pèse entre 0,23 et 0,3 g. La reine pond à la cadence d'un œuf chaque 40 secondes. Selon les climats, les altitudes et la flore, les phases du cycle biologique peuvent différer. Par exemple, dans le sud de la France, la reine de l'abeille domestique pond presque toute l'année, alors qu'en zone de montagne, elle ne pond pas pendant plusieurs mois en hiver. Cela dit, la littérature mentionne que la reine de l'abeille domestique pond 200 000 œufs par an pendant 3 ou 4 ans, renouvelant constamment la population de sa colonie. La spermathèque, qui renferme théoriquement 8 millions de spermatozoïdes, lui suffit pour toute sa vie. Une telle ponte est un record de ponte chez les insectes avec les fourmis. La fécondation de l'œuf s'effectue ou non dans l'abdomen de la reine juste avant la ponte. Précisément, lorsqu'un ovule passe de l'ovaire à l'oviducte, il peut être fécondé ou non par les spermatozoïdes mis en réserve dans la spermathèque. La reine décide elle-même de féconder ses œufs ou non, en actionnant tout simplement ou non un sphincter, suivant la taille de la cellule dans laquelle elle va pondre, à savoir une alvéole hexagonale plus ou moins grande. L'abeille reine a la capacité en effet de parthénogenèse, plus précisément de parthénogenèse arénotoque. Un ovule fécondé donne naissance à une femelle, future ouvrière ou reine. Un ovule non fécondé donne naissance à un mâle. Les abeilles, comme l'ensemble des hyménoptères, fonctionnent sur un mode haplodiploïde. Le sexe de l'individu est déterminé par le nombre total de chromosomes. 16 chez le mâle, qui est haploïde, 32 chez la femelle, qui est diploïde. Chez l'abeille, les chromosomes sexuels n'existent pas. La détermination du sexe est donc codée par un gène qui possède plusieurs allèles. Par hasard, la reine peut être fécondée par un frère, dans cette zone de congrégation. Dans ce cas, l'abeille est homozygote pour le gène du sexe. L'œuf donne naissance à un mâle diploïde. Et c'est une anomalie dans la ruche. En fait, cette anomalie est signalée par le fait qu'il le signale lui-même à la ruche. La larve mâle, diploïde, sécrète une hormone de cannibalisme, les nourrices la reconnaissent et la dévorent. L'anomalie est donc retirée de la ruche, empêchant l'appauvrissement génétique de la colonie. Un nombre important de mâles diploïdes conduit au couvain lacunaire. Cela dit, une proportion exagérée de mâles dans une colonie signifie que la ponte soit celle d'ouvrières privées de reines ou soit celle d'une reine à la spermathèque vide, la reine étant sans doute âgée. Les apiculteurs parlent, dans ce cas, d'une ruche bourdonneuse. La fécondité d'une reine dépend en effet de son âge. En 2015, une étude a révélé que l'alimentation de la reine permet de protéger sa progéniture. En effet, les ouvrières fabriquent la gelée royale à partir du nectar et du pollen qui contiennent des micro-organismes présents dans l'environnement. Ingérés, les fragments de bactéries pathogènes se lient à une protéine, la vitellogénine, qui les transporte dans l'organisme de la reine jusqu'à ses œufs en train de se développer qui à leur contact sont immunisés. L'équilibre est primordial dans une colonie d'abeilles domestiques. Il ne peut y avoir qu'une seule reine, auquel cas,
soit la première reine qui naît commence à tuer les autres, encore à l'état larvaire, d'une simple piqûre mortelle, soit les deux reines combattent à mort, soit la plus vieille, en cas de surpopulation, quitte la colonie avec une partie de l'effectif gorgé de miel. Une partie de l'effectif, à savoir de 20 000 à 40 000 ouvrières, après avoir pondu des œufs dans les cellules royales. C'est l'essaimage. L'essaimage, c'est le mode naturel de perpétuation de l'espèce. C'est un processus naturel qui se produit au printemps, en France métropolitaine, au cours duquel la colonie se divise tout simplement en deux groupes pour fonder une nouvelle société. L'essaim, vu les réserves de miel à remporter, n'a que 3 jours pour trouver un nouvel espace vital. De l'autre côté, dans la ruche, l'autre groupe d'ouvrières, attentionnées autour de la jeune reine, réorganise sa colonie en fonction de l'effectif restant et de la nouvelle reine élevée pour la circonstance. L'essaimage est un processus naturel chez l'abeille domestique, mais un processus complexe. Ce n'est pas un phénomène spontané, contrairement à ce que l'on peut penser et à ce que peut laisser croire l'envol soudain ou un essaim au bout d'une branche. Il est inscrit dans les gènes des abeilles et il est préparé par la colonie, notamment pour initier la naissance de nouvelles reines. Contrairement à une idée reçue, l'essaim est sans danger pour les promeneurs qui passeraient à proximité. Les ouvrières ne peuvent pas piquer en raison de leur poids et surtout en raison de leur jabot rempli de miel. Du côté de l'essaim, très rapidement, les éclaireuses cherchent un nouvel abri approprié pour la nouvelle colonie, tandis que d'autres ouvrières sécréteront de la cire pour construire de nouvelles cellules. L'équilibre de la ruche peut aussi être menacé par le vieillissement de la reine qui va pondre de moins en moins d'œufs fécondés et donc de plus en plus de mâles comme nous l'avons mentionné précédemment. Les ouvrières élèvent donc des reines en d'autres situations plus rares, comme lors d'une supercédure, c'est-à-dire en renouvellement d'une reine sans essaimage, ou après la disparition accidentelle de leur reine. Ainsi, naturellement, des comportements de mutation se déclenchent en faveur des ouvrières qui construisent alors de nouvelles cellules royales pour remplacer la reine quand la colonie connaît par exemple une masse critique, c'est-à-dire 2 ou 3 abeilles par centimètre cube de volume de ruche. En cas de disparition de la reine, en quelques jours, des ouvrières devenues pondeuses démarrent une pseudo-ponte de mâles. Elles ne pouvaient pas jusqu'ici pondre à cause de l'inhibition par les phéromones que nous évoquerons ultérieurement. En matière d'apiculture, et pour terminer, il faut savoir que l'essaimage est aussi un phénomène redouté des apiculteurs car il peut signifier la perte d'une reine, de plus de la moitié des ouvrières et d'une bonne partie des réserves de miel. Certaines sous-espèces ou certaines lignées d'abeilles sont plus favorables à l'essaimage que d'autres. Il est possible pour un apiculteur de combattre cette situation. Pour cela, l'apiculteur doit être tout simplement attentif lors de ses visites, surtout sur des mielés qui favorisent l'essaimage comme celles du colza, du pissenlit ou encore du romarin. Il doit aussi repérer d'éventuelles cellules royales et avoir de jeunes reines car l'essaimage est accentué par l'âge de la reine. Une reine de l'année âgée d'1 an a 15% de chance d'essaimer, contre 85% de chance pour une reine de 2 ans. Pour enrayer la dynamique d'essaimage, l'apiculteur peut diviser une colonie en plusieurs essaims. Ces colonies ne permettront pas de produire du miel pendant quelque temps, certes, mais elles sont maintenues, assurant la reproduction et le développement de la colonie pour l'année suivante. Enfin, il faut savoir que l'apiculteur peut pratiquer l'essaimage artificiel. C'est une manipulation qui permet d'augmenter son cheptel d'une manière simple et sûre en introduisant éventuellement une génétique moins essaimeuse. C'était l'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.